Parce que c'est encore une fois une stigmatisation des pauvres qui ne sert qu'à ça, hein, qui ne sert à l'intégration de personne. C'est d'une immense hypocrisie, parce que c'est qui les gens qui sont au RSA? Pourquoi ils sont au RSA? Pourquoi ils n'ont pas d'emploi? Globalement déjà parce que le taux de chômage est élevé et parce qu'on ne leur propose pas de contrat de travail. Hein. La majorité des gens qui ne travaillent pas, c'est pour ça. Ensuite, il y a des gens qui auraient besoin de contrats de travail qui seraient adaptés, parce qu'ils ont des fragilités, des handicaps, mais qui ne leur permettent pas forcément d'ailleurs de toucher l'allocation adulte handicapé, des difficultés familiales ou personnelles qui, temporairement ou de façon constante, ne leur permettent pas de travailler. Et puis, c'est totalement hypocrite, puisque de toute façon, on sait très bien que si vraiment ce qu'on voulait, c'était l'intégration des gens, on ne baisserait pas les moyens qui sont attribués à Pôle emploi et aux politiques sociales. Hein. Et c'est pourtant bien ce qui se passe. Et puis, ce qui est demandé là, c'est-à-dire que les gens aient une activité, on peut tout à fait concevoir que l'encouragement à l'activité, c'est une façon de continuer à garder des liens, etc. Et en ça, ce n'est pas scandaleux, mais c'est déjà prévu dans le contrat du RSA. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir une demande de revenu de solidarité active, mais c'est 7 pages, c'est d'une grande complexité. Vous êtes obligé, je veux dire, il y a un suivi dans les endroits où il y a les moyens pour le faire. Donc, c'est vraiment, à mon avis, des coûts supplémentaires et juste une façon de stigmatiser les gens qui sont au RSA, façon de dire quand même, ils touchent une allocation qui est quand même qui vient juste de dépasser les 600 € pour une personne seule, 607 € je crois. Une façon de dire ils touchent déjà ça, ils doivent être reconnaissants et donc en retour ils doivent quelque chose. Mais moi ce que je pense c'est que, et c'est pour ça que cette allocation avait été créée, c'est que dans une société extrêmement riche qui les exclut, parce qu'elle est produite comme ça, et c'est ce qui permet aussi l'enrichissement d'autres personnes, c'est un droit juste parce que ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'à un moment ils sont en fragilité. La plupart du temps, il y a des gens qui n'ont pas pu faire des études longues non plus. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute une couche, en plus on suppose qu'ils sont feignants, qu'ils en profitent, et que c'est en plus une somme bien trop élevée. Moi, je ne sais pas quels sont les résultats, à part rayer des gens. Moi, j'ai lu plusieurs études. En Grande-Bretagne, par exemple, ils ont fait ça, ils ont durci les sanctions, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein, si vous ne faites pas vos 15 heures, du coup, on vous barre. Et donc, vous ne percevez plus les allocations. Mais au Royaume-Uni, par exemple, où ils ont fait ça déjà sur plusieurs années, ils ont un recul, ça n'a rien changé sur l'intégration des gens. À l'inverse, en Finlande, en Islande, où ils ont fait un revenu inconditionnel, les gens ne s'intègrent pas moins bien, et ensuite on a fait des économies considérables sur le contrôle qu'il y avait avant. Hein. La plupart des gens, en fait, ils veulent travailler. Il y a même des gens, parce que quand on parle du RSA, on pense à l'ancien RMI, cette allocation qu'on touche quand on n'a pas de travail, mais il y a aussi ce qu'on appelle le RSA majoré, je crois, pour soit les bénéficiaires de l'allocation parents isolés, soit les gens qui travaillent aussi, mais qui ont un revenu trop faible. 70% des gens qui ont droit ne le demandent pas. Ils ne le demandent pas parce que c'est compliqué, parce que c'est stigmatisant, et puis parce que ce qu'ils veulent, c'est travailler. C'est juste pouvoir gagner leur vie comme tout le monde. C'est pas percevoir une allocation. Déjà, quand on parle de migrants, en fait, il y a plusieurs personnes sous ce mot-là. Hein. Et puis en plus, quand on emploie un mot comme ça, on a l'impression d'une espèce de masse informe, de gens qui se déplacent en masse. Derrière, il y a des gens qui sont en demande d'asile, il y a des gens qui viennent de pays en guerre, il y a des femmes victimes de violences. La majorité des personnes qui rentrent sur le territoire, ce sont des femmes, alors que la vision qu'on a, c'est que c'est un homme qui va venir prendre sa femme, qui va venir nous violenter, etc. La majorité, en plus de ces femmes, elles travaillent dans l'aide et l'accompagnement aux personnes. Donc, il y a des gens qui ont des statuts différents. Donc oui, la France a un devoir d'accueil quand les gens sont sur le territoire, y compris qu'ils ont fait une demande d'asile, de les héberger, d'une allocation minimum, et ce droit-là n'est pas respecté. Aussi parce que déjà on n'a pas construit suffisamment de lieux d'accueil. Ensuite, on a un devoir aussi à l'égard des enfants. Les enfants, on considère que c'est un droit différent. La France a signé la Charte des droits de l'enfant,
Et les enfants, ils n'ont pas de nationalité. Quand ils arrivent ici, ils doivent avoir les mêmes droits. Or, aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont même pas scolarisés. À la rentrée scolaire, il y en avait plus de 2000 qui étaient encore à la rue. Les enfants allophones, il n'y a pas assez d'unités pour les accueillir. Donc, on ne fait vraiment pas notre boulot minimum dans le pays dit des droits de l'homme. Ensuite, si on parle des migrations en général, voilà, les gens viennent pour des raisons qui sont différentes. Mais dans l'immense majorité des cas, quand les gens bougent, c'est en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ça ne sert à rien, ces espèces de politiques. Alors d'abord, c'est souvent des discours, mais c'est aussi beaucoup des violences qui parlent de fermer les frontières. On ne les ferme pas, les frontières. Et les gens, s'ils se déplacent, ce n'est pas parce qu'ils se disent les frontières sont ouvertes, je vais y aller, et les frontières sont fermées, je ne vais pas y aller. En plus, ils n'ont même pas le choix des chemins. Les gens ne prendraient pas le risque de mourir en mer de façon aussi massive. On le sait, ça. Donc, ça ne sert vraiment à rien. La seule chose à laquelle ça sert, c'est à enrichir les passeurs. Puisque plus c'est difficile de passer des frontières, plus on a besoin de gens qui nous aident pour pouvoir les passer. Et c'est vraiment la seule chose à laquelle ça sert. Et des gens qui migrent, ça va continuer à cause du réchauffement climatique, à cause des guerres, dont la France d'ailleurs est largement responsable, pas la France personnellement et en particulier, mais le réchauffement climatique, ceux qui le subissent le plus, c'est ceux qui sont d'abord dans ces pays d'où les gens partent. C'est pas leur consommation avec des grosses voitures, des grosses industries qui causent le réchauffement climatique, c'est les nôtres. Hein. Et puis, c'est aussi des pays, très souvent, dans lesquels, France compris, on s'est beaucoup exporté. Hein. On est allé s'installer tranquillement en Afrique, au Maghreb, on a pillé des ressources, etc. Et puis maintenant, on s'étonne que des gens voudraient venir ici. Bon, mais quoi qu'on en pense, de toute façon, ces histoires de fermeture de frontières, de discours martiaux, etc., ne servent à rien, n'empêchent pas les gens d'essayer de venir. Ça fait juste des morts et ça enrichit les passeurs. Et ça va continuer. Et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux en Europe et en France. Je veux dire, c'est en Turquie qu'il y a 4 millions de réfugiés syriens. Ce n'est pas en France. Et moi, je pense que vraiment, on n'a pas le choix. Soit on continue à laisser faire comme ça, on développe le racisme, on n'accueille pas les gens correctement, on ne leur permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Ils travaillent soit au noir, soit ils font de la mendicité, etc. Soit on les accueille correctement. C'est une façon aussi d'apaiser le pays. Il me semble que c'est le minimum de respect qu'on doit à tous les êtres humains. Et on se prépare, parce que ça va continuer, parce que les gens sont obligés de migrer. Donc on ne va pas décider que ce n'est pas possible qu'ils viennent et tous les laisser mourir en mer, ce n'est pas possible. Une immense partie de ce qu'on pourrait encore appeler la classe ouvrière ou populaire aujourd'hui, ce sont beaucoup des gens qui viennent d'ailleurs parce qu'on les a fait venir pour une partie d'entre eux pour faire des boulots que les natifs ne voulaient pas faire. Donc oui, très souvent, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des origines qui commencent parfois à être lointaines, ils font largement partie de la classe ouvrière. Mais dans les migrations récentes, en revanche, on constate qu'il y a un niveau de diplôme qui est en moyenne 2 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Ça veut dire que les gens qui viennent aujourd'hui en France, la grande part des migrations, ce sont des jeunes. C'est ceux qui ont la force de partir, parce que c'est des voyages vraiment fous, extrêmement éprouvants. Donc il faut avoir un minimum d'argent, et puis il faut avoir la santé pour pouvoir faire ça. Ceux qui sont les plus fragiles, ils restent dans le pays. Hein. Et en plus, on se prive de ces compétences, de ce dynamisme. Enfin, moi, je suis enseignante, j'ai eu beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont fait des parcours, ça me fait encore des frissons maintenant, ils ont 11-12 ans, moi, c'est l'âge auquel je les ai vus, ils parlent déjà plusieurs langues, la langue de leur pays d'origine, le français, d'autres langues qu'ils ont dû apprendre sur leur parcours, ils ont marché, ils ont subi parfois des violences, etc. Et ces enfants, ils sont ici et ils ont une énergie folle, parce que pour avoir pu faire ça, il en fallait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont victimes de discrimination, alors qu'en plus, ça pourrait profiter au pays. Hein. Alors déjà, il y en a déjà beaucoup qui ne les ont plus, ces droits humains, dans le monde, et même en France. On a parlé du racisme, etc. Donc oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on commence à accepter que certains les perdent,
parce qu'on se dit, par exemple, je pense que pour les violences policières, quand on ne les a pas vécues directement, c'est souvent ça qu'on pense. Que bon, oui, c'est embêtant, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Si telle ou telle personne a été arrêtée, bon, c'est peut-être un petit peu trop ou violentée, mais c'est peut-être que finalement, elle a quand même un peu fait quelque chose, etc. On a très bien vu qu'en fait, il y en a, ils ne font que passer, et ils n'ont contre eux que le fait qu'ils auraient, en apparence, une origine ou une couleur de peau différente, et ils se font défoncer, c'est vraiment le mot, quand ils n'en meurent pas. Hein. Donc oui, ça bien sûr. Alors le bilan, il est sombre, c'est clair, et si en France ça se passe comme ça, c'est aussi parce qu'autour, ça ne s'arrange pas. En même temps, moi je reviens d'Istanbul, de Turquie, où j'ai assisté au 5e procès qui a été à nouveau ajourné de Pinar Selek, qui est une sociologue turque, qui a aussi la nationalité française maintenant, qui est jugée pour la 5e fois de quelque chose dont elle a déjà été acquittée 4 fois et dont on sait très bien qu'elle n'est pas responsable. Ce qui m'a frappée, c'est 2 choses. À la fois, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, on peut se promener comme ça dans un pays et puis se rendre compte de rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me baladais dans Istanbul. Istanbul, c'est une grande ville, très moderne, pleine de culture, temple de la consommation, avec plein de jeunes comme il y en a ici, des hommes et des femmes qui discutent à des terrasses de café, etc. Et en même temps, il y a plein d'opposants, politiques, journalistes, et même de gens qui auraient signé des pétitions, qui se retrouvent en prison, parfois torturés, et qui n'ont pas de jugement équitable. Hein. Pour autant, en Turquie, on respecte les résultats des élections, etc. Et je me dis, voilà, ça me fait aussi comprendre pourquoi, parfois en France, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont mobilisés. Finalement, si on ne s'informe pas trop ou qu'on ne veut pas trop regarder, on ne voit rien, puis on peut continuer sa vie, pépère, tranquille, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Et ce que j'ai vu aussi, qui pour moi est quand même plutôt porteur d'espoir, c'est que malgré l'adversité, la violence qui peut exister dans des pays comme la Turquie, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a des gens qui sont extrêmement mobilisés. Et ça, c'est vrai que ça impressionne. Hein. Nous, on vient depuis notre pays des droits de l'homme. Finalement, en tout cas moi, qui suis blanche, qui ai pu faire un petit peu d'études, voilà, le truc le plus risqué que je fasse, c'est de répondre à vos interviews. Hein. Donc ça, finalement, directement pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie à moi personnelle. Mais il y a des gens pour qui c'est le cas, qui prennent vraiment des risques et qui le font tout le temps. Il y avait par exemple un groupe de femmes qui, depuis des années, se réunit, manifestent toutes les semaines. Toutes les semaines, elles sont en garde à vue. Là, je parlais de la Turquie. Ils finissent par en relâcher la plupart à chaque fois. Mais elles continuent parce qu'elles défendent les droits de leurs enfants qui sont incarcérés sans motif, sans jugement, sans avocat, etc. Donc voilà, oui, le bilan est vraiment sombre, mais dans ces moments sombres, c'est aussi les moments où on voit la capacité qu'ont beaucoup de gens gratuitement pour les autres à se mobiliser pour pouvoir les défendre. Donc il faut garder de l'espoir et dans tous les cas, on est bien obligé de se mobiliser.